Ok, bien, on va donc reprendre, pour ceux qui veulent bien s'installer dans la salle, avec la deuxième partie en fait, de la table ronde face à la révolution actuelle des architectures et des calculateurs. Et cette fois-ci, orientée vers comment se préparent les utilisateurs. Donc c'est la suite de la table ronde de ce matin, juste avant midi. Mais vraiment plus, on va dire, pragmatique sur comment se préparent les utilisateurs. Donc vous avez un panel de gens qui se présenteront au fur et à mesure, mais dans lequel on a des représentants des centres, mais aussi des utilisateurs, à qui je donnerai la parole en premier, un peu en sorte d'un type de retour d'expérience. Et j'encourage les questions dans la salle ou via le chat, dès que possible, à savoir qu'au milieu, peut-être contrairement aux autres tables rondes, s'il y a des questions dès le milieu de la table ronde, n'hésitez pas à lever la main ou à lancer ça sur le chat, on prendra ça au fur et à mesure. Merci. Je vais passer la main à un de nos utilisateurs. À toi l'honneur, Benoît. Là, tu peux te présenter et puis... Donc, je m'appelle Benoît Semelin et je travaille à l'Observatoire de Paris. Et je vais peut-être essayer en quelques minutes de vous faire un retour d'expérience sur un grand défi au CINES dont j'ai pu bénéficier en début d'année. Alors, en quelques mots, le projet scientifique, c'était de réaliser une simulation pour décrire, on va dire, l'univers à grande échelle pendant son premier milliard d'années, et plus précisément la manière dont les galaxies primordiales rayonisent le milieu intergalactique. La particularité de ce genre de projet, c'est qu'il faut combiner un certain nombre de phénomènes physiques, la gravité, l'hydrodynamique compressible, le transfert radiatif multilongueur d'onde. Donc au niveau de la physique, c'est des codes assez riches. Et dans l'idéal, ce qu'on voudrait, ce qu'on n'est pas encore capable de faire, mais ce qu'on voudrait, c'est pouvoir faire ça avec 8000 au cube éléments de résolution. Vu la complexité de la physique à prendre en compte, c'est difficile. Et l'objet de ce... Alors, c'est une contrainte qui vient de l'astrophysique. On a besoin de volumes suffisamment grands et de résoudre des galaxies suffisamment peu massives pour que le modèle soit réaliste. Donc, 8000 au cube, ce n'est pas encore possible. Ce que j'avais fait de manière plus ou moins routinière avant le grand défi, c'était faire du 1000 au cube. Et le grand défi a été l'occasion de passer à 2000 au cube. Et par la même de passer de réalisation. Donc le code lui-même est doublement parallélisé en OpenMP plus MPI. La deuxième couche étant la couche MPI qui est arrivée il y a 3-4 ans, on va dire. Et donc, ça a permis de passer de 512 à 4000 domaines et d'une utilisation routinière sur 4000 cœurs à, dans ce cas-là, une utilisation sur 16 000 cœurs, ce qui mobilisait une partie, la majeure partie de la nouvelle tranche d'oxygène pour réaliser la simulation. Alors, avec quelques difficultés au début de deux ordres, le passage à l'échelle du code qui a forcément révélé quelques faiblesses qu'il a fallu corriger, et aussi du point de vue matériel avec des configurations de la machine qui n'étaient pas encore tout à fait ajustées. Donc, en fait, à la fin de la période du grand défi, on va dire que 70% de la simulation était réalisée pour un total de 3 ou 4 millions d'heures de calcul. Et j'ai pu finalement la terminer sur le quota d'heures GENSI dont je bénéficie. Donc c'est clair que ça aurait été assez difficile de faire ce passage à l'échelle sans passer par un grand défi. Ça n'a pas forcément été non plus très facile en passant par le grand défi parce qu'il y a des contraintes sur la manière dont ça fonctionne. Et de toute façon, quand on utilise une fraction non négligeable d'une machine, forcément, il y a des effets de discrétisation qui font que voilà, on est obligé d'attendre un certain temps. Si le run plante au premier pas de temps, ce qui est arrivé un certain nombre de fois, c'est pas optimal. Voilà, c'est des nouvelles machines, nouvelles bibliothèques,
difficultés spécifiques avec la nouvelle bibliothèque MPI au début. Tout ça, c'est ça qui explique que la simulation n'a pas pu arriver à 100% dans la période grand défi, mais elle y est maintenant. Et donc, bon, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que l'exploitation scientifique commence, mais que globalement, ça a probablement accéléré mon passage à l'échelle de 1 an ou 2, de pouvoir passer par le grand défi, parce que sinon j'aurais probablement continué pendant encore quelques temps à tourner en résolution 1000 au cube. Sachant que le temps de calcul en 2000 au cube était probablement de l'ordre de au moins 20 fois plus important. Voilà. D'accord, merci. On va passer la main à ton voisin. Bonjour, Vincent Moreau, je suis chercheur CNRS au Coria à Rouen. Et je vais essayer de vous parler de ce que l'on fait aujourd'hui dans la communauté combustion pour préparer le futur donc vis-à-vis des nouvelles architectures. Donc la communauté combustion, c'est une communauté qui, je pense, ressemble à beaucoup d'autres communautés. On a des profils applicatifs qui sont vraiment très très disparates. On va avoir donc des chercheurs qui développent leurs outils propres, des codes structurés pour étudier des choses vraiment très précises. Et on va avoir quelques gros codes qui sont beaucoup plus massifs, où on va monter jusqu'à 400 000 lignes de Fortran ou de C, ça dépend. Et donc on va avoir une approche du portage sur les nouveaux supercalculateurs qui va vraiment dépendre de ce profil applicatif. Donc les gens qui sont sur les applications qui sont développées dans les laboratoires de manière individuelle, donc c'est des gens qui sont obligés de faire cet effort-là tout seuls, d'aller chercher les informations ou éventuellement l'expertise tout seul. Pour les gros codes, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se structurer pour être visible de l'extérieur et pour pouvoir aller chercher l'expertise, on va dire de manière concertée. Donc pour ça, on a monté un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle Success, et le rôle, c'est vraiment de promouvoir l'accès au supercalcul. On le sait très bien, c'est pas parce que les utilisateurs ont accès à une super machine et à un code qui est capable de scaler qu'ils vont systématiquement aller vers le supercalcul. Ils vont se limiter au strict nécessaire, bien souvent. Donc on essaie de les accompagner dans cette démarche, essayer de les amener aussi vers des projets PRACE, des choses comme ça. Et donc ce que l'on fait pour préparer le futur dans ce genre de groupement d'intérêt scientifique, c'est d'aller chercher l'expertise là où elle est, même si on a des technophiles, je reprends le terme d'Éric Boyer ce matin, même si on a des technophiles dans la communauté, l'expertise nécessaire aujourd'hui pour porter un code de manière efficace sur une nouvelle architecture, on ne l'a pas. On a beau être très geek, c'est pas possible. C'est bien trop spécifique. Donc là, on a noué des collaborations donc à l'échelle du GIS avec l'Exascale Computing Research Lab, donc d'Intel, GENSI, CNRS, CEA et UVSQ. Donc on travaille avec des experts de ce côté-là sur la vectorisation, sur l'hybridation OpenMP-MPI. On a noué des liens également avec le mésocentre de calcul Champagne-Ardenne, donc Roméo, parce qu'ils ont une forte expertise sur le portage sur GPU. Et ça nous a permis de porter les gros codes. Donc on va dire que les technophiles de la communauté ont réussi à porter les gros codes sur les machines de la cellule de veille technologique grâce à l'aide des experts. Donc c'est vraiment un point essentiel, être capable d'aller chercher l'expertise, et pour ça il faut avoir une certaine visibilité. Un tout petit mot sur la manière dont on voit le futur. Avant tout, on est chercheur, donc on est extrêmement pragmatique. Il y a des machines à disposition, on va essayer de les exploiter au mieux, mais on n'essaye pas de promouvoir forcément une architecture ou une autre. On est sur du pragmatisme. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on soit capable de faire la meilleure science possible avec les moyens que l'on a. Donc on va porter les applications, les optimiser sur les architectures existantes. Voilà. Ok, merci. On va passer à une troisième personne, donc à Édouard. Bonjour, donc je suis Édouard Audy, je suis directeur de la Maison de la Simulation. Ouais, donc un peu pour reformuler la question, je pense qu'on est dans un moment où il y a des ruptures technologiques très fortes, des choses qui avancent très vite, avec des échelles de temps, je dirais, de l'année ou de quelques années. Et il faut concilier ça avec des développements logiciels qui, eux, ont des durées de vie beaucoup plus longues et des temps d'évolution beaucoup plus lents. Donc je pense que le souci des utilisateurs, c'est de comment pérenniser
ces développements logiciels, comme un logiciel qui dure dans le temps, pas réécrire tout le temps, dans un environnement, je dirais, matériel qui est un peu incertain et qui évolue extrêmement rapidement. Donc je pense qu'un premier point important, c'est d'être informé. Il faut que les utilisateurs soient informés le plus tôt possible de ce qui se passe, des évolutions prévisibles, des méthodes pour aborder ces nouvelles architectures. De ce point de vue-là, ce qui s'est fait dans la cellule de veille technologique, les différentes formations, les workshops, je pense, sont des éléments extrêmement importants et qui favorisent cette préparation. Les machines, je pense, deviennent de plus en plus techniques et délicates à utiliser. Et donc là, il faut trouver un bon équilibre entre les développements qui viennent des scientifiques et puis l'investissement d'ingénieurs HPC. Il me semble important que les codes soient toujours la propriété des communautés scientifiques, que ce soit vraiment les scientifiques qui soient porteurs et leaders sur ces codes, parce que sinon, je pense que c'est des outils qui ne sont pas utilisés. Donc, ça doit être des outils des communautés scientifiques respectives qui les utilisent et qui font de la science avec. Et en même temps, je pense de plus en plus indispensable qu'il y ait des ingénieurs compétents HPC, en génie logiciel, qui puissent s'investir dans ces codes et le plus tôt possible. Parce que je dirais quand il y a déjà eu beaucoup de choix faits, des développements importants de faits, d'essayer de reprendre les choses pour l'adapter à des nouvelles architectures, ça peut être très compliqué. Donc je dirais plus les spécialistes de HPC interviennent en amont, mieux c'est. Ensuite, il y a un point important sur la formation. Donc il y a des aspects formation continue. Là, je pense qu'en France, on est pas mal. Donc il y a un PATC dont on est plus à s'occuper. Il y a des formations dans les centres de calcul, à la maison de la simulation, dans les mésocentres régionaux. Je pense qu'il y a un maillage, il n'y en a peut-être pas assez, mais disons qui est quand même assez satisfaisant de ce point de vue-là. Par contre, du point de vue de la formation initiale, je pense qu'on a un peu un trou dans la raquette. Il y a très peu de masters où il y a vraiment une formation pointue en HPC. Je pense qu'il y en a assez peu en France. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se créent à l'étranger. Je pense qu'on a un peu un effort à faire de ce côté-là dans la communauté française. Peut-être une reconnaissance aussi du travail accompli, notamment pendant les thèses dans le domaine du HPC. Donc je mentionne à ce propos-là, il y a le C3I, donc le certificat de compétences en calcul intensif, qui avait été mis en place. Peut-être c'est pas la seule possibilité, mais donc ça mériterait peut-être d'être mis plus en avant, plus systématisé, un peu pour valoriser le travail des étudiants. Tu peux peut-être détailler ce qu'est le C3I. Donc le C3I, c'est il y a la CPU, GENSI, la maison de simulation. Et il me semble que c'est tout comme partenaire, peut-être que j'en oublie. Et donc il y a un comité qui se réunit, donc c'est les étudiants en thèse, les jeunes docteurs qui déposent une demande pour que leur thèse ait un certificat C3I. Et après il y a un comité qui se réunit. Donc il ne s'agit pas, donc la thèse elle a été donnée, donc il ne s'agit pas de juger de la qualité scientifique du travail accompli en thèse, ça a été fait par le jury de thèse, mais il s'agit un peu de valider que cette thèse a fait appel à des méthodes de pointe et novatrices en calcul intensif, et que l'étudiant qui a soutenu cette thèse, qui peut être dans des domaines variés, ça peut être en climat, en astrophysique, en matériaux, en chimie, mais qu'il a acquis et mis en œuvre des compétences pointues en calcul intensif durant sa thèse. C'est un peu pour donner une coloration en calcul à sa thèse, pour valider des acquis dans le domaine du calcul intensif et après pouvoir les faire valoir auprès de futurs employeurs. Donc c'est un peu pour valoriser ce travail en calcul intensif qui, des fois, dans les différentes disciplines, n'est pas toujours facile à mettre en avant. Quand on passe une thèse dans une discipline, soit on présente des résultats dans sa discipline et on met un peu sous le tapis les aspects plus techniques parce que ce n'est pas ça que les gens de la discipline attendent, alors que ça a pu nécessiter parfois un énorme travail et ça peut être déjà une partie importante de la thèse. Et puis dernier point peut-être, après on prend une décision, je pense que c'est vraiment important d'arriver à faire travailler ensemble des ingénieurs HPC et des scientifiques pour développer les codes. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à la maison de la simulation. Je pense que ça se fasse plus et je pense qu'il y a un manque global en France de compétences dans le domaine, d'ingénieurs compétents. Quand on va par rapport à ce qui se passe à l'étranger, il y a eu beaucoup plus de gens compétents mis dans les labos, dans des endroits spécialisés, dans les centres de calcul. Il faut vraiment recruter et développer des compétences dans le domaine pour aborder ces nouvelles architectures. Ok, merci. À toi, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ou sur le chat qu'on pourrait prendre, des retours d'expérience ou autres? Ah si, je vois des mains qui se lèvent par là-bas. Je vais donner le super, micro. merci.
Alors, je peux répondre un petit peu là-dessus, Ouais, parce que justement, j'ai fait quelques recherches sur ce sujet-là. Les premiers certificats datent de 2004 à peu près. C'était assez amusant de regarder la liste des lauréats, parce qu'on en retrouve qui sont dans nos comités d'utilisateurs maintenant, donc ça fait plaisir, ça prouve que c'est des gens qui restent après dans le domaine. Il doit y avoir à peu près 200 certificats qui ont été attribués. Par contre, j'ai aucun chiffre depuis 2015. À l'époque, ça avait été présenté à l'ORAP. Je crois que c'est Marie-Alice qui l'avait fait. Oui, enfin bref. Et donc, j'ai pas trouvé de liste mise à jour depuis 2015. Je sais pas s'il y a eu de nouveaux lauréats. Donc, il y a peut-être un manque de communication autour de ça, parce que c'est vrai que c'est un dispositif qui est incitatif, qui peut être intéressant. Et malheureusement, on a assez peu d'infos sur le sujet. Oui, bah, bien sûr. En fait, comme l'a dit Edouard, c'est une initiative qu'on a lancée il y a quelques années déjà avec la CPU, la Maison de la Simulation Agency. Donc le but, c'était vraiment de tamponner des compétences acquises par les chercheurs pendant leur thèse et leur postdoc. Donc il y a à peu près plus de 200 personnes qui ont été labellisées, et la liste est mise plus ou moins régulièrement à jour. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait de présentation à l'ORAP, et peut-être qu'il faudrait qu'on y revienne, je pense. C'est une bonne... Et même sur Amel, exactement, il faut qu'on pousse un peu ça, parce qu'on a quand même eu pas mal de gens, et dans l'audience, il y en a peut-être certains qui l'ont eu, ce label. On a aussi des gens qui nous ont dit ça m'a servi à me faire embaucher, quoi. Ça peut faire partie d'un élément déterminant à la fin, quand on est à égalité avec un candidat, que le DRH voit, il a eu le label C3I, c'est un gage de qualité, entre guillemets, de compétences. Et ça a été aussi utilisé par les DRH de groupes industriels. Parce que les industriels, des grandes compagnies comme Total, EDF ou autres, qui recrutent des gens qui font du calcul intensif, quand ils voient ce label, c'est un gage aussi de qualité, et ça facilite le process pour eux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pousse un peu plus, en tout cas. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que j'ajoute ma pierre à l'édifice. C'est pas toujours évident de valoriser ce type de travail pour un thésard ou un postdoc, voire même de proposer à un thésard ou un postdoc de faire ce type de travail, sachant que derrière, il aura du mal à le valoriser. Donc si au moins on est un peu plus sûr qu'il y a un vrai retour à ça, c'est important, c'est vraiment à partager. On avait une question là-bas derrière. Oui, à propos de la formation continue des chercheurs. Edouard parlait des formations qui sont organisées, qui sont très bien, mais qui à chaque fois forment une poignée de personnes. Et on a toute la masse des chercheurs à former. Donc j'aurais tendance à défendre l'idée d'avoir des formations en ligne accessibles à tous pour pouvoir faire de la formation de masse. On arrive à faire des MOOC. Les gens... Donc déjà, les chercheurs, je pense qu'il y a une offre qui est quand même assez large. Les formations ne sont pas pleines. Donc on peut éventuellement développer l'offre. Mais je pense que c'est aussi du côté des chercheurs d'avoir une démarche volontariste pour aller se former. Je ne suis pas sûr, peut-être que je pense, mais qu'il y ait beaucoup de chercheurs qui soient bloqués dans leur désir de formation par une offre qui ne serait pas suffisante. Et les formations en ligne, pour le calcul... à titre personnel, je suis assez sceptique. Il faudra des nouveaux outils, il pourrait y avoir des TP, mais pas seulement toutes les formations qui sont faites partout reposent quand même largement sur des travaux pratiques où on fait les choses, où on se connecte à la machine, où il y a vraiment un travail de travaux pratiques, et avoir des formations, des tutoriels vidéo, des choses comme ça pour le calcul parallèle. Il y a peut-être certains aspects où ça peut aider, mais je pense que d'être assis à côté d'un formateur en face d'un écran et de faire les choses, c'est quand même un point essentiel, et c'est ça qui permet vraiment d'avancer. Alors, en principe, le dispositif MOOC n'empêche pas une certaine forme d'interactivité avec un formateur, un modérateur ou quelque chose comme ça. J'ai essayé de regarder un petit peu ce qui était proposé par le projet Prace, puisqu'il y a tout un axe de travail, un work package qui est dédié à la partie formation. Ils ont un MOOC à l'heure actuelle qui est pour l'initiation au calcul parallèle. C'est très peu. C'est le premier dans le domaine, je suis d'accord. Mais quand on voit qu'il y a potentiellement une grosse demande derrière, bon, il faut laisser peut-être le temps aux choses de se mettre en place. Après, effectivement, il reste les formations qui sont organisées par les centres nationaux. Alors, on essaye d'avoir une programmation la plus régulière possible. Le problème, c'est qu'après, on est contraint par les déploiements de nouvelles machines et les choses comme ça. Au CINES, par exemple, typiquement, on faisait entre 4 et 5 formations par an
en dehors des périodes de déploiement. Cette année qui a été la phase de mise en production de l'extension d'oxygène, on n'a pu en faire qu'une. Parce qu'après, on est contraint à la fois par le temps, par la disponibilité des machines, des personnes. Je pense que s'il y a vraiment un effort à faire, c'est au niveau de la formation initiale. Alors, au niveau des ingénieurs qui devraient arriver à comprendre ce que font les chercheurs, ou peut-être l'inverse, les chercheurs arriver à faire un peu d'informatique pointue, de venir aller vers des profils de numériciens ou des choses comme ça. Il me semble que l'offre au niveau de la formation initiale est trop peu développée à l'heure actuelle pour répondre aux besoins. Alors justement, sur le chat, il y avait une question. Les formations pourraient-elles être diffusées via le web ou la présence physique est-elle obligatoire? Donc Edouard, tu avais commencé à répondre en tout cas. Je peux comprendre, je pense que c'est pas du tout. Par exemple, le MOOC Prêt, je pense que c'est une très bonne initiative, mais je pense que ça s'adresse surtout, ça permet de diffuser ce qui est possible, de faire prendre conscience aux gens qu'il y a plein de choses possibles. Mais pour une vraie formation, je dirais, opérative qui permet de faire des choses après, je pense que c'est compliqué, de mon point de vue en tout cas, c'est compliqué de faire ça uniquement en ligne, quoi. Pierre-François, tu veux? Donc c'est vrai qu'à l'IDRIS, on a l'habitude de donner pas mal de cours. On forme de l'ordre de 300-350 personnes par an. Et une caractéristique essentielle de nos formations, c'est vrai que c'est qu'il y a beaucoup de TP. Et ça, les TP, via les MOOC, je vois difficilement comment est-ce qu'on peut les mettre en place, parce que derrière, c'est l'interaction avec l'utilisateur. On va voir où est-ce que l'utilisateur il se bloque, pour quelle raison, on va discuter avec lui, on va lui expliquer, etc. C'est vraiment un échange permanent avec la personne qui est formée, et ça, c'est difficilement utilisable via un MOOC, je pense. En tout cas, on n'a pas encore les outils qui nous permettent de le faire. Donc, je pense vraiment qu'il y a la présence de la personne physiquement dans le site, c'est indispensable. Bruno Froger, responsable du support appli au TGCC. Oui, nous, il y a 2 freins au MOOC aussi, en fait. On voit dans les formations qu'on fait au TGCC, on reçoit moins de monde qu'à l'IDRIS, mais on reçoit quand même du monde et on voit le public qui est assez hétérogène. Donc en fait, on a une difficulté de niveau. On a des développeurs qui viennent, mais on a aussi des gens qui sont des physiciens, qui sont pas des spécialistes du HPC. Donc il faut quand même qu'on les forme, ces gens-là, aux machines, parce qu'ils utilisent nos machines. Donc il y a un niveau qui est hétérogène dans les formations. Et aussi, il y a un autre frein, c'est que une formation, ça vit, ça évolue, la machine, elle évolue. Tous les ans, on est obligé de revoir les formations pour les remettre à niveau. Dans un MOOC, il faudrait refaire le MOOC en entier, c'est compliqué. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont dans la salle ou via le chat? Via le chat, non. Non, ok. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à rebondir sur ce qui vient d'être dit ou sinon j'ai plein de suggestions. Ouais, vas-y. Pour revenir sur la partie portage sur les nouvelles architectures et optimisation, on se rend compte que quand on travaille avec les experts HPC, qu'on leur propose un noyau et à faire tourner sur une machine, ils sont obligés de faire un gros effort, autant que nous, pour vraiment comprendre comment se fait la performance pour ce noyau-là sur une architecture particulière. Et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à faire passer dans des formations. On est obligé d'y passer du temps, d'être réactif, de faire des allers-retours sans cesse entre les développeurs des outils, entre plutôt les physiciens et les experts HPC. Et ça, malheureusement, mis à part y passer du temps, je ne vois pas bien comment on peut faire ça. Donc, il faut imaginer des endroits, des lieux où on peut faire ce genre de choses. Les workshops de la cellule de veille technologique, pour moi, ont été vraiment d'une très très grande aide. C'est grâce à ça qu'on a réussi à faire tourner de manière efficace des noyaux spécifiques sur les machines. Donc moi, en tout cas, je veux remercier les gens de la cellule de veille technologique qui organisent ces workshops, et j'espère qu'on va pouvoir participer à encore de nombreux workshops. Je rejoins tout à fait ce que dit Vincent, parce que en fait, les possibilités qu'on donne aux utilisateurs de tester le passage à l'échelle par les grands défis, par exemple, c'est quelque chose qui est très ponctuel dans le temps, qui permet effectivement d'avoir accès à des équipements de grande ampleur, mais ça se prépare en amont.
une des conditions d'accès à ce dispositif de grand défi, c'est d'avoir un code qui a été préparé à l'avance. Et donc ça implique toute la formation qu'on doit faire en amont pour arriver à travailler sur un laps de temps non négligeable, pour arriver à être prêt le jour où on peut potentiellement bénéficier des grands défis. Alors oui, moi je remarque quand même que c'est le maître mot qui revient, c'est l'énergie, le temps à passer sur les applications. Et comment est-ce que les gens qui n'ont pas forcément ce temps ou ces moyens à disposition peuvent se débrouiller dans ces cas-là? Juste peut-être avant, pour faire la transition justement, les workshops que tu mentionnais, au début initialement étaient réservés pour les personnes qui avaient été sélectionnées via les 18 codes applicatifs. Faut savoir qu'aujourd'hui les plateformes sont ouvertes à n'importe quelle personne de la communauté académique, juste sur un accès préparatoire. Donc déjà vous pouvez y accéder de façon extrêmement simple. Ensuite, lorsque vous allez y accéder, vous n'allez pas être seul, vous allez être accompagné. Donc vous allez être accompagné à plusieurs niveaux, au niveau des supports applicatifs de chacun des centres, ensuite à un niveau plus élevé via les constructeurs. Donc les constructeurs mettent à disposition des ressources humaines, que ce soit Nvidia, IBM, Bull, etc., Intel. Tout le monde participe avec vraiment un niveau d'expertise extrêmement élevé. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser ce support. Et puis aussi, les workshops maintenant sont ouverts à tout le monde. Donc nous, la semaine prochaine, du 24 au 26, on va avoir un PATC qui va être ciblé sur la machine prototype Ouessant, ouvert à tout le monde, avec lequel vous allez pouvoir avoir accès à 2 experts IBM, 3 experts Nvidia, plus les personnes de l'IDRIS. Donc vraiment, c'est, je pense, s'il y a des personnes qui veulent faire le pas pour pouvoir regarder quel serait leur effort pour porter leur application sur une nouvelle architecture comme Ouessant, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Ça dure 2 jours, mais je pense que vous allez rentabiliser votre investissement. Okay, merci. On a une question ? Les prérequis pour cette formation. Alors les prérequis, je dirais qu'on va s'adapter au niveau des personnes qui vont venir. Alors il faut déjà que le code soit parallèle. Je dirais que c'est parallèle, déjà porté, que la personne connaisse bien son application. Le plus important, c'est que la personne connaisse bien son application pour qu'on puisse interagir avec elle, pour qu'on puisse... Si on n'a pas le temps de mettre en œuvre toute la partie, on va lui dire, bah voilà, c'est cette voie-là qu'il faut que tu explores. Il faut que tu ailles... faut que tu développes, faut que tu changes telle structure de données, ou faut que tu adaptes, faut que tu parallélises tel type de boucle, par exemple, dans un premier temps. On va vraiment s'adapter à la personne. Mais c'est vrai que c'est très différent d'un portage KNL sur OpenPower, par exemple. Donc on va vraiment s'adapter et à l'architecture cible, et aussi au niveau de la personne qui va venir. Tu avais un commentaire ? Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée les workshops. Après, au TGCC, on a beaucoup d'outils. En fait, on a tout un catalogue d'outils qu'on a installés. C'est très important aussi. Et ces outils, il faut les maintenir en vie. Il faut les faire vivre. Il faut les tester. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont freeware. Il y en a qui sont payants. Donc tout ça, il faut que ce soit mis en œuvre. Et au travers des workshops, ça fait revivre aussi les outils et ça fait porter les applications. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le portage vers du KNL, par exemple, ça ne va pas se faire en 6 mois, en fait. Ça va être quelque chose de très long. Si je prends l'exemple des GPU, les GPU, c'est arrivé en 2008. Aujourd'hui, on commence à avoir des applications GPU, comme Gaussian, par exemple, arrive sur GPU, que maintenant. En fait, ça a mis 10 ans en fait, pour porter les applications. Donc c'est un process qui est long. Il faut former les gens. Des fois, il y a un workshop. Les développeurs, ils disent maintenant à cette période-là, j'ai pas 5 jours à bloquer ou j'ai pas 2 jours, donc je serai disponible que le mois prochain. Il faut vraiment être à la disposition des personnes. Il faut vraiment comprendre que c'est un process qui est long, quoi, en fait. Juste pour demander, je pense parmi tous les utilisateurs qu'il faut préparer, il y a ceux dont on a déjà parlé, puis il y a aussi tous les utilisateurs qui s'ignorent et qui peuvent être plus nombreux que ce qu'on pense. Et notamment, les nouvelles architectures vont perdre un peu des nouveaux usages du calcul. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra faire des nouvelles choses dans les domaines qu'utilisent déjà largement les centres de calcul. Et je pense qu'il y a aussi des domaines complètement nouveaux et des communautés complètement nouvelles qui vont arriver sur les calculateurs.
moi, j'étais par exemple il y a 2 semaines en Allemagne pour une revue d'un projet allemand qui modélise c'est le système énergétique global, c'est-à-dire il coupe le réseau, les différents moyens de production d'énergie, la consommation, et il commence à avoir des problèmes d'extrêmement grande taille pour modéliser ça à l'échelle nationale ou européenne, et ça va amener des calculs, donc ils auraient besoin de ressources de calcul énormes, et toute cette communauté, en tout cas les gens qui sont dans ce projet, étaient complètement ignorants des nouvelles, enfin du HPC en général, c'était pas du tout un outil qu'ils avaient. Je pense en sciences de la vie, il y a énormément de choses qui se développent aussi, et ça va faire des nouveaux utilisateurs. Donc je pense d'aller vers ces nouveaux utilisateurs potentiels et essayer de leur montrer les opportunités qui s'offrent avec le calcul est quelque chose de très important. Ok. Des questions toujours pas sur chat dans la salle? Alors, par chat, il y avait juste une remarque sur les TP à distance concernant les normes de sécurité ZRR qui pouvaient potentiellement peut-être aussi empêcher qui pouvaient peut-être être un frein à ce type de formation. Quelqu'un voit pourquoi? Oui, la sécurité, c'est important, c'est toujours un frein, hein, je voudrais rebondir là-dessus, parce qu'il y a 2 outils qui ont été plébiscités ce matin, c'est le notebook Python, et puis le Docker ou Singularity. Voilà, donc c'est des outils qui sont innovants, mais il y a des trous de sécurité dedans, on le sait. Donc il faut aussi que la sécurité, ce soit pas un frein et qu'elle nous aide, quoi. Il faut que les gens de la sécurité, ils nous poussent un petit peu aussi, enfin ils nous portent, quoi, en fait. Il y a une question là-bas. Attendez, j'arrive. On y vient, on a le temps. Oui, sur ces aspects ZRR, effectivement, quand on est en zone de régime restrictif, accueillir du public pour faire des workshops, c'est pas simple, hein. Et nous, au CINES, on a carrément été obligé de construire une zone publique avec une salle de formation, une salle de TP qu'on va réceptionner en fin de semaine prochaine pour justement pouvoir accueillir des workshops beaucoup plus facilement d'un point de vue ZRR avec un cloisonnement avec le reste du centre pour ne pas avoir trop de difficultés avec la chaîne de contrôle, avec le fonctionnaire sécurité défense, etc. Donc la ZRR complique la partie pratique déjà d'un point de vue code, mais aussi peut compliquer l'accueil du public pour des formations. Donc les centres doivent aussi apporter une réponse sur cet aspect accueil physique. Voilà. On a une autre question? Vas-y. Oui, donc concernant justement les utilisateurs et comment ils se préparent donc à ces nouvelles architectures. Quand on regarde ce qui s'est passé pour Coral, en 2014, aux États-Unis, ils avaient dit les gars, si vous voulez calculer en 2018, ça sera sur OpenPower, sur KNL. Débrouillez-vous, vous avez 4 ans. Mais ils savaient, dans 4 ans, s'ils voulaient calculer, ils savaient ce qu'il fallait faire, quoi. Est-ce qu'on a quelque chose d'équivalent en France sur les tiers 1 ou au niveau européen sur les tiers 0 en disant les gars, si vous voulez calculer en 2020 ou 2021, ça sera ça, et donc il faut s'y préparer, quoi. Parce qu'aujourd'hui on parle de l'hexascale, on parle d'architecture, mais on ne sait toujours pas vers quoi clairement s'orienter, et donc du coup pour faire des développements applicatifs concrets, ça reste très flou, quoi, et il faut rester très générique, qui est donc du coup l'opposé de ce qu'il faut pour être performant. Quelqu'un veut réagir? Bon, je ne vais pas répondre exactement à la question, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile d'anticiper à 4-5 ans. Hein. Même, tu mentionnes Coral, si tu regardes, il y a 10 jours, ils ont annoncé qu'ils avaient complètement changé sur une des 2 architectures, et l'architecture, et ce qu'ils allaient faire avec, et les dates, et plein de choses. Donc toutes les personnes qu'aurait suivi, voilà. Donc c'est pour dire que... Il y a des grandes voies, on voit qu'il y a des grandes voies. La vectorisation, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être important. L'hétérogénéité, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être important. Voilà, on peut avoir des grandes lignes comme ça, mais après dire ce sera sur tel type de machine que dans 5 ans tu vas calculer, ça je pense que c'est illusoire. Il n'y a pas d'optimisation aussi uniquement sur le processeur, hein. On peut faire des optimisations aussi sur le réseau d'interconnexion, sur les I/O, sur le placement mémoire et sur les algorithmes.
Donc c'est vraiment c'est difficile. Et si on regarde un petit peu en arrière, en termes d'architecture, on voit que il y a la physique, certaines physiques vont vers certaines architectures. Et certaines physiques vont vers d'autres architectures. Il y a des architectures qui sont généralistes. Donc il y a un peu pour tout le monde, en fait. Il faut la difficulté, c'est essayer de se situer, savoir si son code il est performant, est-ce qu'on est au max de ce qu'on peut tirer de son code. Ça, c'est une question qui est difficile aujourd'hui. Enfin, la seule façon de savoir si son code est performant, c'est de tourner sur 2 centres de calcul équivalents et puis de mesurer le temps elapse, quoi, en fait. Et là, on se rend compte vraiment. Sinon, si on n'a qu'une machine, on ne sait pas trop, quoi. Ouais, vas-y. La démarche que l'on a pour essayer de tester un maximum d'architecture, c'est de prendre 1 ou 2 noyaux très représentatifs du code. La plupart des développeurs connaissent très bien leurs applications et savent qu'ils vont passer 20-30% du temps dans tel ou tel noyau. Donc on peut identifier un certain nombre de noyaux et ensuite les porter individuellement sur les différentes architectures. C'est ce que l'on fait. On a identifié, nous, un gradient conjugué préconditionné et on va essayer de le faire tourner comme ça sur les nouvelles architectures. Et ça permet de se préparer un tout petit peu et de se dire si jamais tout le monde migre vers telle architecture, on sait au moins qu'on devra réécrire le code de cette manière-là. Mais pour le reste, mis à part le pragmatisme, on n'a aucune vision sur ce qu'il faudrait faire pour les années qui viennent. Et alors, si on devient provoque, est-ce que du coup, ça ne veut pas dire qu'il vaut mieux attendre ? Non, parce que les premiers qui arriveront à utiliser les grosses machines auront les plus grosses ressources et pourront faire en fait les plus grosses simulations. C'est toujours comme ça. Je voulais juste apporter un complément à ce qui a été dit par rapport à Coral et abonder à ce qui a été dit aussi. C'est que dans Coral, ce qu'on regarde, ce qui est fait, c'est un travail sur les micro-applications, sur les kernels, pas forcément sur les applications complètes qui est fait. Donc évidemment, Vincent, c'est indispensable de faire ça. Et c'est aussi un travail qui est fait sur le langage de programmation portable. Donc Coral, la contrainte majeure qui est mise sur le consortium OpenPower, je le dis ce matin, c'est OpenMP. Donc les gens de Coral ne basculeront jamais sur OpenPower, donc sur Power plus GPU, si OpenMP n'est pas compliant et fonctionnel. Donc ça, c'est une assurance qu'on peut donner aux communautés, même si on ne connaît pas, comme dit Pierre-François, l'avenir, à 5 ans. On peut très bien avoir NVIDIA dans 2 ans qui décide de changer complètement sa roadmap, mais du moment qu'on a des langages de programmation standards, on peut donner des garanties aux communautés qu'elles ne seront pas à côté de la route. Et ça, c'est très important, quoi. À côté de ça, il y a aussi le fait qu'il y a plein de nouveaux langages dans Coral qui sont développés, des DSL, des langages d'abstraction de très haut niveau, qui vont vous permettre d'oublier tout ce qui se passe en dessous. Ça ne sera plus votre problème, ça sera le problème d'autres personnes, mais au moins qui vont vous permettre de focaliser sur votre physique et d'arrêter de penser à tout ce qui est en dessous et d'avoir aussi des standards de programmation. Le plus important pour l'avenir, c'est le standard de programmation. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'avenir. En tout cas, c'est notre vision, en tout cas. On a une autre question. Ouais. Je trouve qu'il y a un problème de fond, c'est que souvent les équipes sont petites. Et donc on se retrouve à avoir 3 fonctions pour une seule équipe. Faire la physique, donc appliquer, faire le développement vers l'architecture, et aussi continuer dans sa discipline à améliorer son code, à mettre les dernières nouveautés ou à rajouter plus de physique, quoi. Donc ça fait beaucoup pour quelques personnes. Donc souvent le côté architecture, effectivement on arrive à ce que disait Jean-Philippe, il vaut mieux attendre. Quelqu'un veut réagir ? Oui. Donc moi, je vais un peu rebondir là-dessus, justement, parce que nous, on a aussi cette problématique de petite équipe. Donc on n'a pas nécessairement des ingénieurs de recherche qui peuvent passer du temps à passer sur les nouvelles architectures. Et je trouve qu'une autre difficulté, c'est que si on prend... et j'ai des exemples en tête d'étudiants en thèse qui aimeraient, en fait, travailler sur GPU ou sur KNL ou d'autres architectures, on ne va pas réussir à les financer, puisque les seuls financements auxquels nous, on peut postuler, c'est des financements à base physique, on va dire, qui sont de plus... on a des écoles doctorales qui ont des composantes physiques et pas du tout HPC. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre en place des demi-financements qui seraient de Gensi ou je ne sais pas de quel organisme, mais voilà, il y a déjà une réaction. Et une réaction devant, oui. Passe le micro.
C'est vrai qu'on en a discuté. Je vais lancer une idée et vous allez pouvoir nous aider. C'est quand GENCI a été créé, l'ANR a lancé un appel qui s'appelait calcul intensif. Pour appuyer l'arrivée de GENCI, il y a un appel à projet qui s'appelait calcul intensif, où il y avait effectivement de l'argent de l'ANR et éventuellement des moyens de GENCI pour appuyer tout ça. Il n'y a plus actuellement à l'ANR de programme fléché calcul intensif, si je ne me trompe pas. Si, il y en a un nouveau. Alors allez-y, alors, ben voilà, c'est un exemple, mais il faut que nous, on se rapproche. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. Donc, mais il faut éventuellement, on a commencé à discuter avec l'ANR pour pourquoi pas avoir des projets plus intégrés, encore plus intégrés GENCI et ANR, dans lesquels nous, on amène des moyens de calcul, eux, ils amènent l'argent et vous amenez le manpower. C'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse encore plus. Voilà. Tant que j'y suis, j'ai le micro. Juste par rapport à la question, on attend quoi on attend, mais t'attends quoi au fait qu'est-ce que tu attends? Non, il disait on attend. Mais on attend quoi? Parce que la loi de Moore, elle est morte, donc la fréquence des processeurs n'augmente pas, donc t'attends quoi en fait? On attend d'être sûr de l'architecture sur laquelle on tournera. Je pense que et des langages de programmation et tout, oui, mais bon, ok, mais bon. Oui. Sauf que si tu parallélises pas au trans, tu tires pas parti. N'empêche que la dernière carte Volta 100, elle a 100 teraflops en FP16, elle a 14 teraflops en simple. Pour les codes de chimie, par exemple, tu peux quand même te poser la question, c'est ce qu'a fait Gauchien. Il y va à fond parce qu'il y a un marché. Ouais, c'est très compliqué ces architectures. Et une équipe, suivre ça, c'est entre KNL, là, on ne peut pas encore arriver, mais ça va pas tarder, Open Power et tout, c'est extrêmement compliqué d'arriver à suivre ça en gardant le parallèle. MPA, Une des voies, c'est aussi l'intégration. Gaussian, ça factorise un certain nombre d'utilisateurs. Donc le portage, il est fait par une compagnie commerciale et qui offre un service de portage qu'il fédère. Après, le problème va se poser pour chacun des acteurs qui devra porter son appli. C'est la question que tu poses. Une des réponses, c'est c'est notre position, c'est pour préserver les investissements qui ont été faits au niveau des codes pour le parallèle massif et hybride sur BlueJean, c'est OpenMP. Et on est un peu dans l'aspiration de Coral. Donc si on attend, entre guillemets, OpenMP 4.5, c'est une attente avec une vraie perspective. Donc ça veut dire qu'il sera relativement atteignable, en tout cas en préservant les investissements qui ont été faits sur les codes, de porter de OpenMP 3 à 4.5. Et là, il y a Mathieu Eiffel qui va me dire c'est quoi ces conneries? Mais non, c'est pas si facile que ça, c'est pas du tout. Vas-y, dis-le. Question dans le oui, exactement. Exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche. OpenMP, c'est quoi? C'est OMP Do, c'est OMP Task, c'est OMP Target. Si tu n'as que des OMP Do dans ton code, tu vas pouvoir le faire tourner sur OpenPower, il va rien se passer sur le GPU, quoi. Donc il y a quand même il y a du travail une refonte de code. Il faut quand même repasser toute la base de code en revue pour arriver à faire quelque chose, quoi. Donc c'est un peu une escroquerie de dire juste OpenMP et ça va être magique, quoi. Faut quand même le dire. Il faut savoir que c'est un jeu de duettiste. Hein. On a eu ce débat depuis assez longtemps. Maintenant, je ne vais pas dire que tu as raison parce que tu as parlé d'escroquerie, donc je ne peux pas souscrire, quand même. En revanche, c'est quand même plus attractif et une perspective plus acceptable que de dire partez dans CUDA et puis rendez-vous pour les Jedi, quoi. C'est un petit peu ça la démarche. Maintenant, dire qu'il suffit d'attendre et mon code OpenMP, il va fonctionner sur des technologies avec de l'hybride, avec du FPGA, non, il y aura du travail. La question, c'est de savoir minimiser ce travail-là. C'est pas ce que dit Thierry. Hein. Thierry, il dit là, il essaye de suivre toutes les différentes architectures et qu'avec une petite équipe, c'est pas possible, quoi. Ou que c'est vraiment très 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 compliqué. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire si tu veux être, comme l'a dit la personne dans la table ronde, si tu veux être le jour où il y aura la machine pour pouvoir dégainer rapidement, c'est ce qu'il faut faire en fait. Et ça, c'est difficile. OpenMP ou pas, quoi. C'est un problème de moyens et d'accompagnement et tout cela pour essayer de trouver le chemin de plus courte énergie, quoi. Donc on va juste une dernière intervention. Oui, je pense que c'est vrai qu'il y a besoin, le développement applicatif, c'est un investissement très lourd et c'est vrai qu'il y a besoin de se sentir sécurisé. Et je pense qu'en Europe, on progresse, mais c'est vrai qu'on peut qu'on a une situation qui est plus complexe que ce qu'on peut avoir en Chine, au Japon, aux États-Unis, où, je dirais, de par la nature du pays, ils ont peut-être des programmes intégrés plus complets. Les Japonais, ils sont partis sur ARM, ils essaient de faire des choses, les Américains aussi, donc il y a toujours de l'incertitude. Et il faudrait, je pense, en Europe, essayer de pousser pour arriver à offrir aux utilisateurs un peu une meilleure visibilité et pouvoir s'investir sur le long terme dans un environnement qui
qu'il soit piloté, mais ça progresse bien et donc j'ai espoir qu'on y arrive. Ok, merci. Donc, à moins que quelqu'un ait vraiment quelque chose de très important à dire, je propose qu'on s'arrête là, vu que le temps imparti est terminé. Merci à tous. Donc nous allons passer maintenant au troisième thème de la journée, qui est les données dans le HPC, avec une présentation d'Arnaud Valois.